Nous sommes le jeudi 15 avril 2021 et vous écoutez le 9e épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse à la photo urbaine au sens large avec 3 photographes qui ont chacun une approche particulière du sujet. Paysage, portrait, reportage, vous allez le découvrir, la ville offre une multitude de sujets tout aussi inspirants et passionnants à photographier. Cet épisode vous est présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photo et vidéo d'occasion. C'est parti pour le 9e épisode de cette seconde saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis toujours avec toi, mon ami Benjamin. Comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Arthur, ça va bien, je te remercie. On est nombreux, dis donc. On Oui. est nombreux au micro aujourd'hui. Ouais, on est très nombreux. déploie les grands moyens, là. On est 5 au total, c'est la première fois qu'on le fait. On a le plaisir d'accueillir 3 photographes pour parler de photos urbaines. Alors je vais tous vous présenter un par un dès à présent. Et je vais commencer par Jean-Baptiste Pellerin. Alors, tu es photographe et artiste de rue. On te connaît sous le nom de Back to the Street. Ta spécialité est évidemment la photo de rue et plus particulièrement le portrait posé de rue. Ta démarche consiste à coller des tirages sous verre dans de nombreuses villes en France et à l'international pour, et je te cite, rendre à la rue ce que je lui avais pris. Bonjour à toi Jean-Baptiste et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et on a également le plaisir d'accueillir Frédéric Michaud. Alors tu es instituteur mais aussi photographe. On te connaît principalement sous le nom de Gogo Jungle sur Instagram. Aujourd'hui tu es suivi par près de 85 000 personnes. Tu pratiques majoritairement de la photographie urbaine et plus particulièrement ce que l'on peut appeler du paysage urbain. Chacune de tes publications font plusieurs milliers de likes et tu es sans cesse à la recherche des meilleurs spots sur les toits de Paris. Bonjour à toi Frédéric et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, je suis ravi d'être là. Merci pour cette jolie présentation. Et on termine avec Bernard Joliva. Alors toi, tu es photographe, journaliste, auteur et traducteur. Tu pratiques la photo de rue depuis plus de 50 ans. Tu es l'auteur de plus de 25 ouvrages sur la photographie, dont par exemple toute la photo de rue en 101 fiches pratiques publiée chez Duno en 2018 ou la photo sur le vif publiée chez Pearson en 2011. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Ok, ça marche. Allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance 3 optiques et annonce un nouveau boîtier pro. DxO propose une version allégée et simplifiée de son logiciel Photolab et Samyang lance un objectif grand angle lumineux pour hybride Sony. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Voilà le premier grand lancement de Canon pour cette année 2021. Le constructeur lance 3 nouveaux objectifs en monture RF pour son système hybride 24-36 mm et annonce le développement d'un nouveau boîtier professionnel, l'EOS R3. On retrouve donc pour commencer 2 téléobjectifs professionnels, un 400 mm de 8 et un 600 mm f4. Ces 2 objectifs intègrent une stabilisation optique et une motorisation autofocus USM. Ils sont tous les 2 composés de 17 lentilles réparties en 11 groupes. Ils sont entièrement tropicalisés et disposent d'une ergonomie professionnelle avec un collier de fixation trépied et de nombreuses options de réglage et personnalisation. Le 400 mm qui mesure environ 30 cm de long et pèse 2,9 kg et le 600 mm mesure pour sa part 47 cm de long et pèse environ 3,1 kg. Enfin, Canon lance également un 100 mm macro avec une ouverture maximale de f2.8. L'objectif offre un rapport de grossissement de 1,4 fois avec une distance minimale de mise au point de 26 cm. Il est stabilisé et exploite une motorisation autofocus Dual Nano USM. Il est composé lui aussi de 17 lentilles réparties en 13 groupes. L'objectif est tropicalisé, il mesure 15 cm de long et pèse 730 grammes. Les Canon RF 400 mm f2.8 LIS USM et RF 600 mm f4 LIS USM seront respectivement proposés au prix de 12 999 € et 13 999 €.
Le Canon RF 100 mm f2.8 LIS USM macro sera pour sa part proposé au prix de 1 549 €. Ils seront tous disponibles en juillet. Pour ce qui est du futur EOS R3, on ne sait pour l'instant que très peu de choses. Il sera question d'un boîtier professionnel monobloc équipé d'un capteur CMOS empilé BSI stabilisé conçu par Canon et capable d'aligner 30 images par seconde en rafale avec le suivi d'autofocus. L'appareil devrait intégrer une technologie de pilotage AF par l'œil et proposer des transferts sans fil ultra rapides. Affaire à suivre. DxO lance une version allégée et simplifiée de son célèbre logiciel de développement DxO Photolab, intégrant toutes leurs dernières technologies comme la réduction automatique de bruit basée sur l'intelligence artificielle Deep Prime et la correction de défauts d'objectifs, distorsion, vignettage, aberration chromatique, manque de piqué, grâce à leur module optique réalisé sur mesure. DxO Pure Raw se présente comme une application standalone ultra simple à utiliser. Il suffit de choisir le ou les fichiers à traiter et le niveau de correction du bruit. C'est tout. Le logiciel se veut une étape préalable à la post-production d'images à réaliser avant d'utiliser des logiciels comme Lightroom ou Photoshop. DxO Pure Raw est proposé au prix de 129 €. Une offre de lancement est disponible au prix de 89,99 € ainsi qu'une version d'essai de 30 jours. Et enfin, pour terminer, Samyang, le constructeur d'optique sud-coréen, continue de développer sa gamme d'objectifs compatibles avec les hybrides Sony 24-36 mm en monture E. Il lance donc une focale fixe grand angle de 24 mm très lumineuse avec une ouverture maximale de f1.8. La formule optique est composée de 11 lentilles réparties en 8 groupes avec 2 verres asphériques. L'objectif offre une distance minimale de mise au point de 19 cm et utilise un diaphragme circulaire à 9 lamelles. Il est compact avec environ 7 cm de long et léger avec un poids de 270 grammes. Il est protégé contre les intempéries et la poussière. Il propose un bouton programmable associé à un commutateur et un mode personnalisable avec témoin LED pour mettre automatiquement la mise au point sur l'infini. Le Samyang 24 mm f1.8 FE est proposé au prix de 499 €. Grosse actu cette semaine, Benjamin, non ? Ouais, d'un seul coup, avant les vacances de Pâques, enfin on sait plus quand elles sont les vacances de Pâques, tout est un peu chamboulé là. Mais ouais, grosse actu, gros à tous les sens du terme, gros prix, gros poids. Bon, c'est gros dans tous les sens, quoi. C'est du lourd. Après moi, perso, j'en ai un peu marre des teasers. Voilà, sur les boîtiers pro, on nous annonce un R3 qui viendra bientôt, on nous balance quelques caractéristiques, faudra encore attendre pour en avoir d'autres. Bon, c'est un peu fatigant. Après, on est sur du matériel très pro. Il y a quand même quelques enseignements à tirer de ça par rapport à la stratégie hybride globale des marques. C'est que, par exemple, le 100 mm macro est plus lourd que la version actuelle 100 mm EF. Elle est beaucoup plus chère aussi. Actuellement, on peut s'acheter un 100 mm sériel macro pour moins de 1 000 €. Donc voilà, les gens qui ont un EOS R, ils peuvent réfléchir à s'acheter une bague et l'optique macro EF qui sera beaucoup moins cher. Et concernant les téléobjectifs, on s'adresse là, alors là à la crème de la crème, mais qui va mettre 14 000 € en ce moment dans une optique. Il y a les agences qui vont essayer tout ça au JO Tokyo si les JO ont lieu. Le reste, bon, c'est de la vitrine, c'est de la vitrine. Frédéric, toi, DxO qui propose une version light de son Dero Teaser, ça te parle quelque chose comme ça ou pas ? Tu utilises quoi comme logiciel pour traiter tes images ? Moi, je suis sur Lightroom. Pour moi, ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout d'avoir la partie mobile. Comme tu le disais, moi, je suis souvent sur Paris. Je bosse beaucoup, en fait, dans les transports, dans la rue, quand j'ai fini mon shooting. Donc, j'ai pas forcément le temps derrière d'aller directement sur mon ordi. J'ai pas forcément envie non plus. Donc, c'est pas forcément des choses que j'utilise parce que je dois être mobile et rapide avant tout. Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces actualités ? Pas grand-chose, à vrai dire. Moi, je travaille sur Photoshop uniquement. Donc, je rentre chez moi, je fais mon Photoshop et voilà, quoi. Donc, en plus, je suis pas Canon, je suis plutôt Nikon. Donc, voilà, ça m'inspire pas Donc grand-chose. toi, c'est le Z9 que tu attends et pas l'EOS R3. Je l'attends pas en plus parce qu'il va être lourd et justement l'arrivée de l'hybride, pour moi, le Z, ça m'a permis d'être plus léger et ça a pas de prix pour moi d'être plus léger. Donc, non, j'attends rien, j'ai exactement tout ce qu'il me faut à la maison. Toi Bernard, tu suis de près l'actualité un petit peu matos. Tu utilises quoi pour ta part ? Oui, forcément. Bon, moi, je suis Nikon, aussi Fuji
Alors, Nikon, c'est quand je fais pas de la photo de rue, Fuji, c'est quand je fais de la photo de rue, et inversement. C'est-à-dire, en fait, j'accorde pas une très grande importance au matériel du moment qu'il est de qualité. Et quant aux focales, je les prends toutes. Je suis preneur de tout, moi. Alors moi, j'ai repéré aussi d'autres petites choses. La société Cactus, qui a priori ferme définitivement ses portes. Ouais. Alors cette boîte, elle proposait des flashs. C'était une boîte qui faisait de l'éclairage. Elle proposait du flash Cobra. Elle était en train de s'intéresser à du flash monobloc. C'était des super produits, pas trop chers. Et moi, j'aimais beaucoup. À un moment, il y avait une grande mode du strobisme en photo. Et c'est vrai que les produits Cactus, ils étaient top pour ça. Ils avaient des super transmetteurs sans fil pour les flashs qui fonctionnaient avec tous les modèles. Bon, voilà. A priori, cette boîte ferme ses portes. Et alors, j'ai vu passer aussi que Sony a sorti un peu en loose day des nouvelles versions de ses A7R3 et A7R4. T'as suivi ça, Benjamin ? En fait, ce sont des modèles qui vont être discontinués et remplacés. Je viens d'avoir l'info, juste avant l'enregistrement de l'émission par Sony France. Donc, ils vont être remplacés par des modèles équivalents avec des écrans plus définis. On passe de 1,44 million de pixels à 2,36 millions de pixels pour ces deux produits-là. Et ça ne concerne que ces produits-là pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que des appareils comme le Sony Alpha 1 ou Alpha 7S3 qui coûtent facilement le double de ces boîtiers-là ont des écrans, eux, moins définis et ne sont pas concernés. Donc, pour quelles raisons ils ont fait ça ? Pas de réponse. Et est-ce que ces deux autres produits vont être concernés ? Pour l'instant, pas de réponse non plus. Donc, on parlait récemment des mises à jour de firmware. Là, maintenant, on a des mises à jour d'écran. C'est particulier. Bon, pour les gens qui veulent de la discrétion, il y a le logo qui disparaît sur l'écran, mieux défini. C'est une bonne chose. Après, c'est quand même... Là, c'est plus que mineur comme évolution. Je vous propose de passer à la suite. Et Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, tu nous parles d'une association d'éditeurs de livres photos. C'est Sigma qui vous présente aujourd'hui la story de Benjamin. France Photobook est une association qui a pour but de valoriser et défendre la spécificité française en matière d'édition photo. C'est Benoît Vaillant, directeur de Pollen Diffusion, qui initie le projet en 2015 sous le nom de Photobook Social Club. En 2019, l'association est renommée France Photobook. Elle acquiert une dimension internationale sous l'impulsion de Marion Islaine, à l'époque membre de la délégation à la photographie, devenue récemment chef du bureau de la photographie au ministère de la Culture. France Photobook compte 25 éditeurs membres, tous spécialisés dans la photographie. Citons par exemple Actes Sud, La Main Donne, Locaux, Atelier EXB, Textuel ou André Frères Éditions, dont le fondateur est l'actuel président de l'association. Il nous explique les conditions d'adhésion. C'est une association ouverte à tous les éditeurs de livres de photographie dont le siège social est situé en France et produisant au moins 3 titres par an. Au départ, nous n'étions que 12 éditeurs. Aujourd'hui, nous sommes 25, et ceci en très peu d'années. Donc, il faut que l'on fasse aussi un petit peu attention à ne pas grandir trop vite de manière à pouvoir continuer à gérer. André Frères souligne combien le contexte actuel met à mal le secteur de l'édition de livres photos, alors que la culture est reléguée au second plan en France depuis le début de la pandémie. En tant qu'éditeur de livres de photographie, nous avons essentiellement souffert de la disparition des festivals, du report des expositions ou de l'annulation des expositions, ce qui a provoqué en fait, un désert dans l'activité du livre de photographie et dans le monde de la photographie à travers les expositions. Et à partir de là, on en a souffert en librairie, effectivement, pendant le premier confinement, puisque les libraires étaient fermés, mais nous avons continué à en souffrir parce qu'il n'y avait pas de nouveautés, il n'y avait pas de news, il n'y avait pas d'événements. Et les libraires, donc, avaient beaucoup de difficultés à, mettre en avant des livres de photographie pendant cette période. Et ça n'est pas terminé. Alors, comment exister dans ces circonstances ? Des pistes virtuelles ont été étudiées, comme la Printed Matters Virtual Art Book Fair de New York.
Après avoir satisfait les demandes des organisateurs en créant un site internet, en organisant des conférences en direct avec les auteurs, André Frère ne cache pas sa déception à l'issue de l'expérience. Ça a été un flop total. Flop total, pourquoi ? Parce que les lecteurs de livres de photographie ont besoin de toucher le livre de photographie. Le livre de photographie, c'est pas comme un roman, c'est pas comme un essai. Il n'y a pas, disons, que le contenu qui importe, mais aussi la forme. On a bien vu le livre de photographie évoluer très fortement ces 10 dernières années, avec disons, une attention de plus en plus importante sur la forme, sur le design du livre, sur l'adaptation du produit livre au contenu offert par un auteur, par exemple. Là, ça nous a bien montré en fait les limites du virtuel pour le livre de photographie. Le livre de photographie, il a besoin d'être tenu entre les mains, d'être plié, déplié, feuilleté, senti. C'est véritablement un objet. Afin de venir en aide aux éditeurs de livres de photographie, le ministère de la Culture a ainsi créé le programme Pulp en début d'année pour pallier à la baisse de leur chiffre d'affaires et à l'annulation de nombreux événements en enrichissant les fonds documentaires de FRAC, Centre ou École supérieure d'art, avec des livres déjà produits par les éditeurs de France Photobook. Une initiative concluante selon Anna-Karine Robin, coordinatrice de l'association. C'était en fait 90 lieux sélectionnés dans la France entière, donc des centres d'art, des écoles d'art ou des FRAC. Pour chacun de ces 90 lieux a été sélectionné 1 ou 2 ouvrages par éditeur membre de France Photobook. Tous les lieux qui ont pris part à cette opération ont tous été très enthousiastes. La deuxième phase du projet va être l'organisation de rencontres avec le public de ces lieux et ces lieux mêmes. C'est vrai que ce projet va vraiment s'inscrire aussi dans une volonté, on va dire, de sensibilisation, de pédagogie, mais aussi de formation sur le livre photo, donc dans ces différents lieux, qui sont les centres d'art et les écoles d'art. Les 5 et 6 mai prochains, au cours de la seconde édition du Parlement de la photographie, une session consacrée à France Photobook figure au programme, avec notamment l'annonce de la mise en place d'un plan sur 3 ans. France Photobook va vraiment développer une communication tournée vers l'international aussi. Son rôle, ça va être aussi quelque part d'être représentant de ce qu'est l'édition photographique et quelque part syndicat. Et dans cette optique, on voudrait vraiment mettre en place des ateliers de formation à destination des bibliothécaires ou des libraires qui parfois manquent peut-être d'appréhension sur ce qu'est le livre photo et notamment du fait de ces évolutions sur ces dernières années. Mais comment, dans ce contexte, les acteurs de France Photobook ont vécu la récente rétrogradation de la photographie, devenue un simple bureau au ministère, rue de Valois? Très, très inquiet à l'annonce. Ça a été vraiment un tsunami, mais pas qu'à notre niveau. Les filles de la photographie, la Saïf, les diagonales. On s'est tous retrouvés en se demandant ce qui nous arrivait. Parce qu'il est vrai que cette délégation avait mis pas mal d'années à être créée et que là, on avait vraiment l'impression d'un très grand retour en arrière. Si le dialogue avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'est pas encore établi, et bien que des zones d'ombre subsistent, les premières discussions avec Christopher Miles, directeur général de la création artistique, semblent aller dans le bon sens et devraient bientôt déboucher sur des annonces concrètes. On a rencontré quelqu'un qui n'avait pas la langue de bois, qui parlait franchement, qui se posait des questions, et nous sommes en train de travailler justement avec lui. Il nous a écoutés. Il nous propose en fait de créer un département de la photographie et non plus un bureau. Il nous assure que le directeur ou la directrice de ce département fera partie du comité de direction et 2 ou 3 autres petites choses dans ce sens-là. On peut dire qu'on est un petit peu rassuré, mais que d'un autre côté, on n'a pas rencontré la ministre et qu'il y a des choses qui restent encore un petit peu dans l'ombre, comme la grande commande photographique. On ne sait toujours pas quand elle va être lancée. Aujourd'hui, on aimerait pouvoir travailler avec la Direction générale de la création artistique, le CNL et le CNAP, de manière à peut-être remettre un petit peu au goût du jour les aides
concernant le livre de photographie et spécifiquement le livre de création photographique. Alors le Parlement de la photographie, Benjamin, c'est quoi exactement ce truc-là ? Oui, je ne sais pas si beaucoup de gens ont déjà entendu parler du Parlement de la photographie. La première édition, elle a eu lieu en 2019, sous l'impulsion du ministère de la Culture. Et la seconde édition, elle va avoir lieu les 5 et 6 mai prochains. Et tout le monde peut y assister virtuellement. Il suffit de s'inscrire sur le site dédié. On mettra un lien dans le sommaire du podcast. Il y aura pendant 2 jours plusieurs tables rondes. Donc tout cela va être impulsé par un discours de Roselyne Bachelot et Marion Islen, qui est chef du bureau de la photographie, on l'a entendu. Donc de multiples tables rondes autour du photojournalisme, autour du droit d'auteur. Il y aura beaucoup d'intervenants, des gens de tendance floue ou d'autres agences encore, Myop notamment. Toujours les mêmes questions. Où va la photographie ? En fait, c'est des questions qu'on entend depuis même Frédéric Mitterrand, qui avait lancé une mission de la photographie en 2010. Ça en devient presque ridicule puisque rien ne se passe. Alors là, on a entendu André Frère qui dit que le bureau va devenir peut-être un département. La vérité, c'est que la place de la photo au ministère de la Culture, elle est de moins en moins importante. Elle ne fait que reculer. Donc voilà, il y a vraiment matière à s'inquiéter. Je me souviens qu'il y a quelque temps, Aurélie Filippetti, qui était ministre de la Culture, s'était fait remarquer en étant reçue par Jeunesse Star de Paris Match. Elle annonçait Mots et merveilles pour la photographie et il s'est rien passé. Je pense que beaucoup de ministres de la Culture font des effets d'annonce et on peut regretter que des vrais ministres de la Culture comme Malraux ou Jack Lang n'existent plus et donc je n'ai qu'une confiance extrêmement limitée dans tout ce qui est ministériel. Non, je voulais demander, tiens, votre rapport aux livres photos, les uns les autres, par contre, est-ce que c'est quelque chose, un objet qui est important pour vous ? Jean-Baptiste ? Ouais, moi, j'aimerais bien un jour faire un beau livre. Ouais, ça peut m'intéresser de faire ça un jour. Je suis pas particulièrement pressé, mais c'est vrai que je fais partie des gens qui ont pris beaucoup de plaisir à feuilleter des livres. Donc oui, c'est quelque chose qui reste, c'est un objet. Voilà, j'aime bien regarder la photo imprimée, tourner les pages, c'est quelque chose qui me plaît, oui. Ouais, j'aime bien les livres. Et toi, Frédéric, est-ce que tu envisages un jour une version imprimée de ton compte Instagram ? Écoute, j'ai déjà dû en faire. J'avais été contacté par différents types d'imprimeurs, tu sais, qui te proposent des offres. Donc j'en ai imprimé quelques-uns. Je les ai là, tu vois, mes pieds, je regardais justement des bouquins, pas les miens, hein, mais d'autres. Pendant l'intervention de Benjamin. Et ouais, c'est intéressant. Et puis comme tu le disais, je suis un stit, donc forcément la partie du livre qu'on touche, qu'on manipule, qu'on regarde par rapport aux écrans, elle est hyper importante. Donc je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait plus ce soutien, cette tradition. Et quand j'entendais Benjamin parler des bibliothécaires qui disaient qu'il faudrait une formation pour ça, je dis d'où il faut une formation pour les livres photos. Bernard, t'as déjà publié un livre, toi ? Enfin, oui, t'en as publié énormément, mais un beau livre de tes photographies. Non, je vois ce que tu entends par beau livre. C'est effectivement un de mes projets, une envie en tout cas. Je travaille comme, appelons ça directeur artistique sur des livres d'amis qui en publient. Et c'est vrai qu'au bout du compte, ça me fait quand même très envie de faire un ouvrage qui soit réellement un livre d'images, au sens noble du terme, et moins des livres techniques comme j'en ai fait beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la suite. On fait une toute petite pause et on revient après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO ? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine ? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec les photographes Jean-Baptiste Pellerin, alias Back to the Street, Frédéric Michaud, alias Gogo Jungle, et Bernard Joliva, pour parler de photos urbaines. Alors, en quelque sorte, tous les trois, vous pratiquez une photographie urbaine à votre façon. Évidemment, et on va le voir en détail au cours de ce grand débat,
Le terme de photo urbaine est très vaste et peut inclure aussi bien du reportage, du portrait et même du paysage. Alors Jean-Baptiste, toi tu t'es fait une spécialité du portrait de rue, du portrait posé et non volé. Tu sillonnes donc la ville à la rencontre de ses occupants. Tu réalises la plupart du temps des portraits en couleur, de pieds et de faces de passants, de travailleurs, de SDF, peu importe. Tes sujets t'offrent leur regard, un sourire, une attitude, un mouvement. Ils posent et tu mets en scène en les intégrant dans leur environnement, dans la ville et la rue. Ta démarche ne s'arrête pas juste à la prise de vue, tu réalises aussi de petits tirages sous verre que tu cimentes littéralement sur les murs de la ville. Pour découvrir ton art, il faut avoir l'œil, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer. Frédéric, pour ta part, tu t'es spécialisé dans la photo urbaine avec effet waouh. Tu réalises le plus souvent des paysages urbains grandioses avec des vues incroyables depuis les hauteurs de Paris en mettant à l'honneur ses plus beaux monuments. Tes photos tendent vers une perfection idéalisée. Cadrage, lumière, rendu couleur, atmosphère, perspective, reflet. À la frontière entre le paysage et l'architecture, tu offres aux spectateurs via ton compte Instagram une vision rêvée de la capitale, un Paris de carte postale. Et enfin, Bernard, tu as une approche plus reportage de la photo de rue. Tu cherches à capturer la vie telle qu'elle est dans la ville avec discrétion, sans te faire voir sur le vif. Ton regard te permet de construire des images complexes qui racontent une histoire, parfois dramatique, parfois drôle, parfois banale. Tu joues avec ce que la rue t'offre pour ta composition, des scènes de vie, des lumières, des ombres, des architectures, des paradoxes. Alors, ma première question vous est donc adressée à tous les trois. Pourquoi la ville est un terrain de jeu si particulier pour un photographe? Et on va commencer par écouter Bernard sur ce sujet. Alors le terme terrain de jeu est bien choisi parce qu'en fait quand j'étais gamin, quand j'avais 8, 10, 12 ans, je parcourais la ville un peu dans tous les sens, c'était le spectacle quotidien. C'était aussi une autre époque où la ville était beaucoup plus vivante, disons, que maintenant. Donc finalement ce côté terrain de jeu m'est resté. Et puis j'ai aussi toujours en tête, pas quand je photographie parce que là je pense plutôt à m'imprégner de la ville, mais j'ai une approche qui est en fait celle de la dérive, qui est chère au mouvement situationniste, c'est-à-dire que je me laisse aller au feeling et je réagis au feeling. Pour ta part, Jean-Baptiste, est-ce que c'est un terrain de jeu aussi et comment tu procèdes, toi, qui fais beaucoup de photographies de gens pour les aborder? Alors moi, le terrain de jeu, ça me va très bien aussi, déjà parce qu'en fait, disons que j'ai plus l'impression de jouer que de travailler quand je suis dans la rue tous les jours. Et, et sinon, juste, l'autre question, c'était comment j'aborde les gens, c'est ça? Ouais. Très simplement, je vais les voir et je leur demande si je peux faire une photo d'eux. Oui, à chaque fois tu fais de la mise en situation, tu prends pas des photos comme ça à l'improviste? C'est-à-dire qu'en fait, j'aborde la personne quand je sais quand je pense qu'il y a moyen de faire une photo, c'est-à-dire quand je pense que le sujet, la lumière et le décor vont faire en sorte que la photo va être possible. Donc, si c'est pas le cas, j'aborde pas la personne ou alors je la suis jusqu'à ce que ce soit le cas. Et comment ils réagissent les personnes quand tu les abordes pour leur demander de les photographier? Il y a toutes sortes de réactions, autant de réactions qu'il y a de personnes différentes. Raconte-nous Donc, un peu. en gros, 50% me disent non. Ouais. Et 50% me disent oui. Après, à l'intérieur de ces deux groupes, il y a plein de façons de dire oui, plein de façons de dire non. Et tu cherches quoi dans tes sujets? Qu'est-ce que tu cherches à montrer exactement? Oh, qu'est-ce qu'on cherche? Difficile à savoir, mais disons que ce que je cherche à faire, c'est... je vais pas en parler pendant 3 plombes, mais je cherche déjà à faire une bonne photo, ce que j'appelle une bonne photo. Donc ça, c'est pas hyper facile, c'est même très difficile, on le sait tous ici. Donc voilà, c'est ce que je cherche à faire, c'est à faire une photo qui me plaise. Et toi, Frédéric, c'est quoi une bonne photo pour toi? Bon, c'est une bonne question. Alors, une bonne photo pour moi, c'est un bon lieu, déjà un bon spot. On se donne suffisamment de mal pour les trouver, et puis un bon moment. Avec mes camarades, on bosse beaucoup sur les lumières, sur les moments. C'est pour ça qu'on a commencé à proposer des ateliers sur les monuments de Paris aussi, aux meilleures heures, hein, si possible, heure dorée, coucher de soleil, heure bleue. Voilà, moi pour moi c'est ça une bonne photo, et c'est un moment souvent aussi très très rare.
Et comment tu fais, Frédéric, pour trouver tous ces points de vue complètement dingues? Comment tu accèdes à tout ça, aux toits de Paris, aux terrasses des hôtels? Enfin, comment tu fais? C'est pas mal de temps. Je suis très très bien aidé en fait. J'ai beaucoup de camarades qui sont beaucoup plus explorateurs que moi parce que maintenant je commence à me faire vieux. Tu vois, commencer à grimper sur des toits, des échelles, des trappes, tout ça. J'aime bien qu'on prépare le terrain. Non, mais plus simplement beaucoup d'exploration. Pour les hôtels, c'est pas mal de réseaux avec le temps. Ça fait à peu près 5 ans et demi que je fais ça maintenant, donc je commence à avoir pas mal de bons contacts. On a pas mal de bons contacts aussi avec les monuments, hein, que ce soit la Tour Eiffel, les centres des monuments nationaux. Donc c'est autant d'interlocuteurs qui nous permettent d'accéder à des lieux, comme tu dis, rares et précieux. Et qu'est-ce que tu cherches à montrer dans tes images au final? Que Paris peut être beau. Tu sais, moi j'ai commencé la photo vers 2015. C'était un peu la période des attentats, tout ça. Les touristes partaient. C'était compliqué, très compliqué. Là, on le retrouve avec la Covid. Donc, on a envie que les gens reviennent. On a envie de la magie de Paris. Pas forcément la magie d'Emily in Paris, mais quand même montrer que notre ville peut être belle. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on voit beaucoup en ce moment. Les poubelles, les ordures, les grues, tout ça, c'est pas beau. Et ben non, Paris peut être beau aussi, et pas simplement à travers le regard du photographe. Toi, Bernard, comment tu procèdes dans la rue quand tu déambules avec ton appareil, toi qui aimes bien les instants décisifs ou capter les choses de manière spontanée? Alors en fait, il faut se mettre en phase avec la rue. Il faut être extrêmement réceptif. C'est-à-dire, il faut chercher ce qui se passe, mais sans être réellement obnubilé. Disons que ça consiste en fait à se laisser aller comme je le disais précédemment, au feeling, et à ce moment-là d'être extrêmement réactif. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit, on peut plus penser à la technique, elle doit être une seconde nature. Ça veut dire que tu as tout le temps un appareil sur toi? Oui, alors évidemment quand je fais mes courses, je l'ai sur moi mais j'ai pas le doigt sur le déclencheur, mais quand je suis en situation de photo de rue, à ce moment-là, j'ai l'appareil à la main, j'ai le doigt sur le déclencheur et il faut pratiquement que l'appareil réagisse en même temps que la pensée. On voit quelque chose et ça déclenche avant même qu'on ait analysé à fond ce qu'on a vu. C'est une question vraiment où la réactivité joue énormément. Et comment tu fais, Bernard, pour photographier sans être vu? Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu vas vite? Comment tu fais? Il y a un peu de tout ça, mais en fait, en réalité, les gens ne voient pas tellement ce qui se passe autour d'eux. Les gens, quand ils sont dans la rue, quand ils se promènent, ils sont pris dans leurs propres idées, dans la raison pour laquelle ils sont dans la rue. Souvent, le fait de devoir aller à un endroit, que ce soit le lieu de travail, le lieu d'achat et tout. Et en réalité, les gens sont très peu sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Il m'est arrivé de photographier des gens avec un énorme Nikon quasiment sous leur nez et ils n'ont rien vu. De même, à contrario, si on essaye de se planquer, d'approcher comme si on avait affaire à des fauves, là on a une attitude qui n'est pas naturelle, on est repéré immédiatement. En fait, quand les gens voient un photographe, très souvent pour eux c'est quelqu'un qui prend des photos. Ils se sentent pas aussi impliqués que beaucoup de gens l'imaginent. Donc finalement, photographier des gens à leur insu, pour peu qu'on soit soi-même naturel, c'est extrêmement facile. Et ça vous arrive tous les deux, Jean-Baptiste, Frédéric, de prendre des photos de manière furtive, un petit peu à l'insu des personnes aussi? Moi, je l'ai fait pendant presque 30 ans, donc je sais exactement de quoi Bernard parle. Donc moi, j'ai fait que ça jusqu'à il y a à peu près 7 ou 8 ans, où j'ai commencé complètement changer ma manière de faire et j'ai décidé de ne plus le faire. Donc, à part dans des très rares occasions, ça peut arriver, mais c'est très très rare que je fasse des photos sans demander. Pareil, moi je le fais aussi pas mal. C'est pas forcément quelque chose que je partage. Je suis pas forcément très à l'aise par rapport à la vie privée, le droit à l'image, hein, même si on connaît tous les règles. Donc c'est des photos que je prends pour moi, mais je tiens beaucoup au respect de l'intimité, de la vie privée des gens. J'ai pas envie qu'on me prenne chez moi, donc c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je fais, pardon, mais je ne partage pas forcément. Et alors, c'est quoi les conditions idéales pour faire de la photo urbaine? Alors, j'entends par condition, voilà, est-ce qu'il y a une météo particulière, un moment de la journée qui est mieux qu'un autre pour photographier la ville? Peut-être Frédéric, toi qui joues beaucoup sur ces clairs-obscurs, donne-nous un peu tes checklists idéales pour sortir avec ton appareil.
Alors, beaucoup te diront le matin, à l'heure bleue du matin. Moi, je suis pas du tout du matin, donc ça c'est un petit peu compliqué. Mais il y a surtout ce moment que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'heure bleue du soir, tout simplement. Il y a un moment absolument magique sur Paris, juste après le coucher du soleil, il y a une espèce d'heure grise, et d'un coup, toute la ville s'éclaire. Tu vois les premiers lampadaires qui s'allument, les ponts qui s'illuminent, les premiers monuments qui s'allument. Et ce moment-là, t'as l'impression que c'est comme dans la pub, tu sais, quand t'as la fille qui saute sur le toit et que t'as toujours Eiffel qui scintille, bah c'est ça. À un moment donné, t'appuies sur le bouton et tout s'éclaire. Et ce moment-là, si tu as une météo clémente avec un beau ciel bleu bien profond, c'est des moments splendides et magiques. Et toi, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un moment de la journée privilégié pour ton travail, pour avoir une lumière particulière peut-être ? Il n'y a pas vraiment de météo idéale. Toutes les météos peuvent me plaire. La pluie, la neige, le vent, le temps, le beau temps. Enfin, je pense que tout peut m'intéresser. Par contre, c'est vrai que la fin de journée, en général, est quand même mon moment préféré. C'est le moment entre chien et loup, où surtout dans la ville, l'intensité de la lumière artificielle est la même que l'intensité de la lumière du jour. Et à ce moment-là, effectivement, la magie opère. Vous avez continué tous les trois là, à photographier, même avec les couvre-feux qu'il y a eu en hiver, qui du coup interdisaient la plupart du temps, enfin facilitaient pas forcément les choses d'ailleurs, pour avoir les bonnes lumières. C'était un peu frustrant d'arriver au moment où il y a les belles lumières et d'être obligé de regarder la montre en se disant on a une demi-heure, 3/4 d'heure pour rentrer chez soi, se boucler et regarder les belles lumières du soir se dérouler sans qu'on intervienne. Moi, cet hiver, j'ai pu parce que je travaillais, donc c'est l'avantage d'être enseignant sur Paris, c'est que je sortais de l'école et puis je me baladais encore un petit peu. Alors c'est beaucoup plus simple quand le soleil se couche à 5h30. Là, c'est beaucoup plus compliqué à 9h en ce moment. Donc je me débrouille éventuellement avec certains lieux, des hôtels qui me donnent des attestations pour pouvoir continuer à travailler tout simplement. Pour éviter la frustration parce que c'est terrible. Moi, je continue tout comme d'habitude. Tout comme d'habitude, et si je me fais arrêter par la police, je leur donne un petit billet, ça passe très bien. Je rigole, hein. Ok. Quels sont vos maîtres, vos inspirations et selon vous, les photographes un peu précurseurs de la photo de rue ? Bernard ? Bon, moi, c'est évidemment ni Dieu ni maître, sauf ceux des années 60, c'est-à-dire, évidemment, ce serait un lieu commun que je cite Cartier-Bresson, Douaneau, Guilleroni et d'autres, mais il y a des photographes américains que j'aime beaucoup, qu'on a un peu oubliés, comme Lee Friedlander, comme Winogrand, bien sûr, ça pour la photo de rue, il est tout à fait incontournable, mais je pense à des gens qui travaillaient pour Magnum, Burt Glynn et autres, qui étaient des photojournalistes, et qui faisaient à l'époque de la photo de rue sans que le terme était utilisé. Il faut pas oublier que le terme est récent. Et quand j'ai commencé la photo de rue, le terme photo de rue n'existait pas. Tout simplement, on photographiait la vie, on photographiait les gens, et puis ça s'appelait photo documentaire, photo reportage, mais le terme photo de rue est quand même venu très très récemment. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on parle plus de photos urbaines en vous réunissant tous les trois que de street photo ou de photo de rue, qui a encore une niche, un genre au sein de la photo urbaine. Vous, Jean-Baptiste, Frédéric, vous avez des influences aussi qui vous ont guidé, aiguillé dans votre pratique ? Moi, j'ai que ça, des influences, effectivement. Je pense que tout le monde a des influences, mais en matière de maître, non, je n'ai pas spécialement de maître. D'ailleurs, moi, j'aime les photos plus que les photographes. Donc, des photos me plaisent. Quelquefois, je ne sais pas qui les a prises. Ça ne me dérange pas. Et pour ce qui est des soi-disant maîtres, je trouve qu'ils ont d'excellentes photos et d'autres qui ne m'intéressent pas. Donc, ensuite, mes influences, elles sont à chercher dans la peinture et pas que dans la photo, et surtout dans le cinéma. Et je pense que le cinéma m'influence plus que la photo. T'as des références dans le ciné ? Des milliers de références, trop. C'est regarder des films, s'en souvenir. Ça reste dans ta mémoire, ce que tu as vu, des scènes, des plans. Non, j'ai pas de référence. J'ai plein de cinéastes que j'adore et plein de films que j'adore, mais voilà, c'est comme la photo, c'est un tout, comme la peinture, c'est tout ça tout ce que je regarde m'influence. Et toi, Frédéric ? De la même manière, je suis totalement d'accord avec mes deux collègues. Je me souviens quand j'étais au lycée, il y a un prof qui disait parfois on regarde à l'extérieur et on se dit tiens, on dirait un Van Gogh, et quand il y a une belle lumière, c'est un petit peu pareil en fait au quotidien. Et c'est vrai que j'ai les mêmes influences, complètement les mêmes influences. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler en série ?
les uns les autres et comment vous construisez votre travail et quelle est la part de repérage, d'anticipation dans ce travail-là? En fait, je fais du pré-repérage, c'est-à-dire que je sais grosso modo où je vais prendre mes photos, mais une fois que je suis sur place, je peux changer complètement de plan, décider d'aller ailleurs, et c'est justement ce côté aléatoire qui fait qu'on se retrouve parfois face à des situations totalement inattendues. En photographie de rue, il ne faut pas préparer. Et ce que disait Cartier-Bresson aussi, c'est il faut laisser venir, parce que si on veut, on n'obtient rien. Et ça, c'est extrêmement important dans la photo, du moins telle que je la pratique. Ça dépend. Tu es d'accord avec ça, toi, Jean-Baptiste? Parce que toi, tu formalises quelque part en faisant des collages ou Enfin voilà, tu as une série quelque part qui est déterminée. Ton travail est peut-être guidé par les collages que tu vas faire par la suite, non? Non, pas du tout. Non, 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 il y a une grosse différence entre ma partie photographique et ma partie collage. Déjà, je suis photographe depuis beaucoup, beaucoup d'années, bien avant de faire des collages, et je colle dans la rue des photos que j'ai faites quelquefois il y a 20 ans, aussi bien que des photos que j'ai faites hier. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Je fais mes photos, ça c'est une partie de moi, et je colle mes photos, c'est une autre partie de moi. Donc moi, comme Bernard, le repérage, je le fais à chaque fois que je suis dans la rue, c'est-à-dire tout le temps. Donc je repère des endroits, je dis ça serait bien qu'un jour à cet endroit-là, ça peut être sympa si je croise quelqu'un qui sera un peu comme ça, à cet endroit-là, ça sera parfait. Et sinon, je me laisse guider par l'instinct de la même manière que Bernard. Je marche sans savoir trop où je vais, je tourne à gauche, je tourne à droite, et je suis un photographe impatient, donc je suis pas du tout quelqu'un qui va m'arrêter sur un spot en attendant que quelqu'un passe, ou en tout cas pas plus de 5 minutes, c'est vraiment mon grand maximum. Je suis plutôt quelqu'un qui avance, je marche, je marche, je marche. Et quelquefois je trouve, quelquefois je trouve pas. Par exemple, hier, j'ai pas déclenché une seule fois mon appareil dans toute l'après-midi. C'est rare, mais ça arrive. Grosse préparation. J'allais dire forcément, parce que quand on cherche les belles lumières, ça demande énormément de temps. Donc on va chercher un peu l'alignement des planètes. Pour moi, ça va être l'alignement des astres, le coucher du soleil, les bons angles. Voir le matin s'il y a eu un joli lever de soleil. Le soir, on sait que ce sera à peu près la même chose. Donc en fait, on s'oriente énormément. Donc je sais dès le matin à peu près où je vais aller et les spots que je vais pouvoir faire. Quelle place vous accordez à la post-production dans votre travail? Jean-Baptiste, peut-être pour commencer. Ben, elle est assez importante, je dirais un peu, quelquefois un peu malheureusement, parce que ça m'oblige à être un peu sur mon ordinateur et je préfère être dans la rue ou faire autre chose. Mais ouais, effectivement, chacune de mes photos nécessite une petite post-production. Elle n'est pas énorme, ça dépend des photos. Et pour moi, l'idéal, c'est quand il n'y en a pas du tout, mais c'est rare. Il y en a toujours un petit peu. En fait, elle se limite à éclaircir et à assombrir des zones de l'image. Donc, je repeins un petit peu sur ma photo, en fait, d'une certaine manière. Et c'est rigolo à faire, sauf que je trouve que ça prend un peu trop de temps, à mon goût. Et toi, Frédéric? Ça dépend totalement des photos. Il y a des photos qui ont demandé beaucoup de temps, surtout dans les dégagements d'ombre. Ça dépend des heures. Tu sais, tu as des heures bleues qui peuvent tomber très très vite. Et sur les toits de Paris, c'est pas toujours évident. Et puis parfois, ça demande juste quelques secondes, effectivement, des ombres, des lumières, de hautes lumières, un petit peu de balance des blancs. Mais comme je te disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur mon téléphone portable quand je rentre à la maison, dans ma petite campagne après Paris. Et ça dépend vraiment des fois. Mais oui, il y a un travail de post-production, bien évidemment. Toi, Bernard, tu fais un gros boulot de post-prod ou t'es de l'école, je shoot en JPEG et j'exploite directement? Non, je shoot en RAW et comme j'ai quand même un passé de chef de labo en argentique, je retrouve le plaisir entre guillemets du labo dans le labo électronique, si on peut dire. Et en fait, je suis aussi extrêmement perfectionniste, donc je trouve toujours à redire à chacune de mes photos. Donc ce sont des petites interventions au niveau du contraste, de la colorimétrie et tout, ou du noir et blanc quand je fais de la conversion noir et blanc. Mais toutes mes photos sont toujours reprises avec l'ordinateur. Et puis comme j'ai un passé aussi dans la presse informatique, être devant l'ordinateur ne me gêne pas du tout. C'est l'autre aspect du plaisir de photographier. Alors s'il y a bien un moment assez extraordinaire qu'on a tous vécu, c'est évidemment le premier confinement avec Paris qui s'est totalement vidé, des rues désertes. Est-ce que vous avez continué à pratiquer votre art pendant cette période si particulière? Jean-Baptiste? Alors, moi, j'ai effectivement continué à travailler pendant le confinement. Donc, au tout début, c'était très, très particulier. C'était vraiment la ville morte, hein. C'est vraiment
quelque chose qu'on n'a pas revu depuis. Donc j'ai sillonné Paris, je circule beaucoup en vélo, hein, et je cherchais des gens à photographier. Je trouvais pas grand-chose. Assez rapidement, j'ai photographié beaucoup de SDF parce que c'est les seuls qui étaient dans la rue et qui continuaient à vivre normalement. Et ça, ils m'ont fait beaucoup de bien. Et donc, voilà, j'ai essayé de leur rendre hommage aussi à ce moment-là. Et un peu, petit à petit, plus le temps avançait, plus les gens commencent à sortir un peu, des jeunes parents sortaient avec leurs enfants, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'était parfait. Les décors étaient beaucoup plus faciles à utiliser puisqu'il y avait moins de monde dans la rue. Et les gens étaient sûrement plus disponibles. De toute façon, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On vit une période particulière et donc on peut faire des choses particulières dans une période particulière et j'en profite. Je crois que je profite beaucoup de la période depuis 1 an. Bernard, du coup, comment tu as géré cette période de confinement d'un point de vue photographique ? Alors le premier confinement, j'étais en endroit privilégié puisque j'étais à la fenêtre d'un immeuble qui donne sur le boulevard Jourdan et pendant les 55 jours du premier confinement, j'ai pris 150 photos qui sont maintenant dans mes archives. C'est une époque révolue. Par contre, j'ai fait une vidéo en noir et blanc des meilleures photos qui est dramatisée avec une musique de Penderecki. Et donc, c'est un moment à part. Disons que j'ai pas eu envie de refaire un autre journal du confinement pour le deuxième et encore moins pour le troisième. Le premier était effectivement réellement un moment un peu particulier. Parmi les outils que vous utilisez en tant que photographe de rue, qu'est-ce qu'on trouve dans vos sacs photos respectifs ? Comme disait Bernard tout à l'heure, à peu près toutes les focales. Donc moi je travaillais beaucoup en micro 4/3, donc j'ai l'avantage d'avoir du petit matériel, donc en équivalent 300 voire 400 mm, un grand angle en équivalent 14 mm et puis une focale un petit peu plus standard. Donc j'ai en permanence dans mon sac en fait parce que on a besoin de tout, de la cheminée au premier plan jusqu'au monument très très loin. Jean-Baptiste, tu travailles avec quoi ? Alors moi déjà, j'ai pas de sac photo, donc ça j'ai enlevé ça il y a quelques années de mon matériel. Donc j'ai juste un appareil photo en bandoulière avec un 50 mm uniquement, et je ne fais que ça. Et voilà, ça me va très bien. Bernard ? Quand je fais des villes en Europe ou ailleurs, j'emmène un fourre-tout avec un peu toutes les focales. Je ne privilégie pas des focales en particulier. Je peux très bien faire de la photo de rue au téléobjectif, même si les puristes n'en veulent pas. Et en fait, quand je vais dans des zones qui sont un peu plus délicates, je pense à le dernier grand voyage que j'ai fait, j'étais au Pérou. Lima, c'est une ville qui est quand même pas tout à fait fréquentable dans certains quartiers. Et là, j'emmenais un Fuji X Pro 3 avec un équivalent de 40 mm qui passait très bien disons. Écoutez, merci beaucoup tous les trois d'avoir un peu partagé votre travail, la manière dont vous faites de la photographie dans la ville. J'espère que ça aura inspiré ou donné des idées à certains de nos auditeurs. On passe à la suite et on attaque la dernière partie de cette émission, la foire aux questions. C'est donc la foire aux questions. Vous le savez déjà maintenant depuis le début de la saison 2, vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités via notre compte Instagram le week-end qui précède l'émission. Je ne vais pas vous le cacher, on a reçu énormément de questions cette semaine quand j'ai annoncé qu'on avait Back to the Street, Gogo Jungle et Bernard Joliva. Ça s'est un peu emballé sur notre compte Instagram. J'en ai sélectionné 3 pour chacun d'entre vous. On a une petite contrainte. Vous avez 30 secondes pour essayer de répondre de la manière la plus exhaustive et la plus claire possible à la question. Alors, je vais commencer avec une question qui nous vient de Jean-Seb Valandrin, qui t'est adressé, Jean-Baptiste, et qui te demande « Qu'est-ce que l'on risque à faire des collages sauvages dans la rue ?» Je pense qu'on risque une amende, déjà. Et puis voilà, je crois que ça se résume à ça. Moi, j'ai été en fait attrapé 2 fois par la police.
La première fois, c'était en pleine nuit, des flics en civil qui sont venus autour de moi très agressifs. Ils étaient 4. Et puis finalement, ils se sont retrouvés autour de mon scooter, ils ont ouvert la caisse et ont commencé à regarder les photos. Puis ils ont commencé à se les montrer. Ah, elle est pas mal, celle-là. Ah, elle est bien, elle est bien. Puis ils m'ont dit, les photos, vous les prenez sur Internet? Je dis non, c'est moi qui les fais. C'est fini? Mais 30 secondes? 30 secondes. Merci beaucoup. Deuxième question qui nous vient de Titou Street 61 qui t'est adressée à toi, Frédéric. Titou Street 61 se demande quel est ton sujet et surtout ton quartier préféré à Paris pour faire de la photo. Mes sujets, c'est facile. C'est le pont Alexandre III, dans le 8e arrondissement, à 5 minutes de mon école. C'est une source inépuisable d'inspiration pour moi. C'est le plus beau, c'est le plus magique, c'est le plus romantique. Et voilà, je ne me lasse pas. Ça a le mérite d'être très clair et très précis. Mais j'aurais pu causer encore plus. Faudrait qu'on attribue des bons points pour les gens qui éclatent les chronos comme ça. Quand la réponse est claire, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Dernière question qui nous vient d'un confrère à nous, Monsieur Bruno Labarbère, qui s'adresse à toi, Bernard. T'es plutôt 35 mm ou 50 mm? Je suis plutôt toutes les focales, évidemment. Il y a une sorte de croyance qui veut que tel photographe connu de photos de rue utilise le 28 mm ou le 35 ou Henri Cartier-Bresson le 50. Moi, c'est simple, je vais du 12 mm jusqu'au 300 mm, sachant que l'un est plus dynamique et l'autre est plus graphique. Donc, je n'ai pas de choix. J'utilise toute la panoplie. Merci beaucoup, Bernard. On arrive à la fin de cette émission. C'est le moment pour moi de tous vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu participer à ce podcast. Bernard, quelle est ton actualité en ce moment ? Alors là, je travaille sur un projet qui est sur mon site perso qui s'appelle « Et c'est ça que vous photographiez ». C'est des photos que j'essaye d'être aussi banales que possible. C'est des photos qui ne valent en fait que par la légende qu'il y a en dessous. Et là, j'en suis à peu près au tiers de mon projet. J'ai décidé de le limiter à une centaine de vues. Et on aime ou on n'aime pas. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir à ces micros. Il est partagé. Jean-Baptiste, quelle est ton actualité ? Mon actualité, je continue. Continuer, photographier, coller. Voilà. J'ai pas d'actualité précise que celle de continuer. Ce qui m'intéresse, c'est la photo que je ferai demain. Si tu devais conseiller à des curieux pour découvrir un peu ton travail collé dans les rues de Paris, tu leur dirais d'aller où, par exemple ? Je dirais dans le Marais ou dans le 10e. Merci beaucoup. Dans le 10e, on te voit pas mal. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous, c'était un plaisir. Frédéric ? L'actu, c'est vivement le déconfinement parce qu'on n'en peut plus. Nous, on a plein de projets avec mon compère, Baptiste, sur les monuments de Paris, avec des ateliers photos qu'on fait au Panthéon, qu'on fait à la Tour Saint-Jacques, et encore plein de lieux à venir. Donc, on est en train de construire tout ça et on a hâte d'être au mois de juin pour pouvoir les proposer tout simplement et partager à nouveau la photo avec tous nos collègues. Merci beaucoup Frédéric, c'était également un plaisir de t'avoir à nos micros. Benjamin, what's up with le monde de la photo ? En kiosque, on a toujours un numéro hors série sur la photo de reportage. Et on a le numéro 135 qui débarque cette semaine avec un gros dossier pratique sur la composition et l'exposition. Donc on peut potasser un petit peu avant de retrouver un semblant de liberté pour le mettre en pratique. On a une enquête passionnante de Bruno qui est intervenu tout à l'heure, qui a posé une question à Bernard sur l'écologie et la photo. Pas forcément toujours compatible, mais parfois si. Et puis on a pas mal de tests matos avec le Fujifilm GFX 100S qui plairait, je pense, à notre trio d'invités. Un moyen format assez épatant. Le Sony Alpha 1, des zooms Canon 100-500, Nikkor 14-24 et un aperçu de la prochaine exposition de Salgado qui débutera le 20 mai prochain, Amazonia. Super, écoute, merci beaucoup Benjamin. Il est temps de conclure cet épisode. Après 9 émissions, on va faire une petite pause et on reviendra dans 2 semaines, le 6 mai pour être exact.
Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi 6 mai prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.